Le but de cette présentation est de montrer un petit projet de machine learning de bout en bout avec un algorithme de régression linéaire. Pour cela, je pars avec un jeu de données contenant un historique de transactions immobilières avec tout un tas de caractéristiques du bien pour chaque vente, et évidemment, à la fin, le prix de vente. Avec ces données, je vais essayer de créer un modèle de prédiction du prix de vente en fonction des paramètres du bien immobilier. Ok? Alors je drag and drop le fichier CSV contenant toutes les datas sur les transactions immobilières dans mon environnement Data Science sur Oracle Cloud. Je clique sur ce bouton qui me permet de lancer l'application Juniper, qui est un notebook permettant de lancer l'exécution de scripts Python on the fly, c'est-à-dire d'exécuter après avoir écrit mon code et de voir le résultat sans compiler ou builder le programme. Donc nous commençons par la phase d'exploration, c'est-à-dire regarder les données que j'ai sous la main, identifier les erreurs et les nettoyer, et enfin me donner une idée du modèle que je vais utiliser. Je vais d'abord importer les librairies me permettant de travailler sur les tableaux, qui sont un type de données, d'utiliser des modèles déjà programmés sur Python, et de faire des graphiques qui me seront utiles, notamment pendant la phase d'exploration. À chaque fois que j'écris un bout de code, je clique sur le bouton Play pour exécuter mon code en live et le cas échéant, afficher le graphe correspondant. Donc maintenant, je charge mes données dans une variable appelée AllData, en utilisant la librairie Panda. Commençons par regarder combien nous avons de data. En exécutant cette commande, nous voyons qu'il y a 1460 lignes, ce qui me paraît suffisant pour entraîner le modèle. On voit aussi qu'il y a 80 colonnes que nous pouvons utiliser pour prédire la variable cible qui est le prix de vente. Avant de regarder toutes ces colonnes, regardons un petit peu ma cible, c'est-à-dire la valeur que je souhaite prédire, le prix de vente. Commençons donc par afficher quelques valeurs pour voir à quoi elles ressemblent. Donc on voit que le prix de vente est un entier positif avec des valeurs normales, c'est-à-dire pas de valeur vide, pas de pourcentage, pas de virgule. Maintenant, listons toutes les colonnes. Il y a beaucoup de features que l'on pourrait potentiellement utiliser. Certaines d'entre elles sont explicites, d'autres moins. Je peux donc regarder le lexique de ce jeu de données et connaître les valeurs associées à certaines colonnes. Par exemple, la colonne MS Zoning indique le type de zone dans lequel se trouve le bien immobilier et peut avoir plusieurs valeurs qui sont décrites ici, notamment A pour agriculture, C pour commercial ou RH pour residential high density. Alors maintenant, posons-nous la question, quelle colonne sélectionnerions-nous intuitivement? Autrement dit, demandons-nous quelle colonne est susceptible de prédire le prix de vente. Quel facteur d'une maison devrais-je considérer lorsque je prends une décision d'achat? Prenons une hypothèse et imaginons qu'on ait décidé que les paramètres suivants seraient décisifs. Ground Leaf Area pour la taille de la surface habitable, Total Basement Surface pour la taille des sous-sols, Overall Quality pour la qualité globale du bien, Year Built pour l'année de construction. Et enfin MS Zoning, on l'a vu tout à l'heure, pour le type de zone où se trouve la maison. Testons notre hypothèse de corrélation d'abord sur les valeurs numériques, ainsi nous pouvons utiliser un scatterplot, ou un nuage de points. Donc là on voit qu'il y a une corrélation linéaire entre la surface habitable et le prix de vente. Il semble aussi y avoir une relation exponentielle entre la taille du sous-sol et le prix de vente. Comme attendu aussi, les prix sont plus hauts quand la qualité du bien augmente. Enfin, la relation du dernier paramètre est moins évidente, mais il semblerait qu'il y ait une tendance de prix plus élevée quand la construction est plus récente. Donc tous ces attributs sont peut-être des valeurs prédictives que nous allons garder dans notre jeu de données pour la phase d'apprentissage, on dit le training dataset. À noter aussi que nous avons quelques valeurs aberrantes, appelées outliers, en particulier pour l'attribut GRLiveArea qui montre des maisons avec de très grandes surfaces habitables vu le prix. Regardons maintenant l'attribut MS-Zoning. Une corrélation entre un attribut catégorique, le type de propriété, et un attribut continu, le prix de vente, peut être visualisée avec un boxplot. Le boxplot des différentes zones est très différent, donc on peut conclure que cet attribut aussi peut nous aider à prédire le prix de vente. Bon, tout ça c'est bien, mais regarder tous ces attributs à la main est très chronophage, et dans certains cas peut s'avérer quasiment impossible. Donc prenons une approche plus systémique. Idéalement, on aimerait voir la corrélation entre tous les attributs et le prix de vente. On voit que notre intuition initiale était correcte, mais on voit aussi que d'autres attributs ont une forte corrélation avec le prix de vente, notamment la qualité des matériaux et finitions, la superficie au sol, la capacité du garage en voiture, la superficie du garage, la superficie du rez-de-chaussée, le nombre de chambres, l'année de construction, etc., etc. Dans les attributs les plus corrélés, on y voit deux attributs liés au garage qui ont l'air d'être le même type d'information. Ce phénomène est appelé collinéarité. Voyons donc si la superficie et la capacité du garage sont corrélées. En effet, il y a un pattern assez clair ici, et c'est logique qu'un garage grand peut accueillir plus de voitures.
Comme tout à l'heure, vérifier au cas par cas des collinéarités peut prendre beaucoup de temps, et nous allons chercher une approche plus systémique. Pour cela, une matrice de corrélation thermique, ou Correlation Matrix Heatmap, peut nous aider. Les attributs sont listés en lignes et colonnes, et des couleurs claires montrent une forte corrélation. En bas, on peut voir la corrélation du prix de vente avec le reste des autres attributs. Les autres points clairs indiquent qu'une information peut être similaire sur les deux attributs, c'est-à-dire qu'il existe une collinéarité. Beaucoup de modèles de machine learning ne gèrent pas les valeurs manquantes. Commençons donc par regarder le nombre de valeurs manquantes par colonne. Il y a beaucoup d'attributs avec des valeurs manquantes, en particulier la qualité de la piscine, les fonctionnalités diverses, la clôture, la cheminée. Regardons en détail l'attribut avec le plus de valeurs manquantes, la qualité de la piscine. Il peut prendre plusieurs valeurs: excellent, good, average, fair et no pool. Il semble censé de croire que beaucoup de maisons n'ont pas de piscine et qu'une valeur manquante ici veut tout simplement dire pas de piscine. Pour un autre attribut, lot frontage, qui mesure la distance de la maison à la rue, comme il s'agit d'une valeur continue, je ne mettrai la moyenne de toutes les maisons pour les valeurs manquantes. C'est important que la cible, c'est-à-dire le prix de vente, suive une loi normale de distribution, sinon ça va négativement impacter les performances de notre modèle. Cet histogramme nous montre une distribution positivement asymétrique. Les algorithmes de régression qu'on va utiliser tout à l'heure, gérant mal ce type de distribution, il faudra adresser ce problème plus tard. On va maintenant entrer en phase de data préparation, la suite logique après avoir mis en lumière des changements qui devaient être nécessaires en phase d'exploration. Dans l'étape précédente, on a dit qu'on allait remplacer certaines valeurs manquantes par des valeurs par défaut comme pour la piscine, et d'autres comme lot frontage par la moyenne des valeurs existantes. Donc, faisons-le maintenant. Vous vous souvenez du diagramme de dispersion qui montrait quelques valeurs aberrantes pour la superficie? Enlevons ces deux outliers en sélectionnant les maisons avec la plus grande superficie. Affichons leur ID, et supprimons-les puis affichons le graphique à nouveau. Bon, on pourra aller beaucoup plus loin dans l'élimination des outliers pour les autres attributs, mais arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Autre point, rappelez-vous que l'histogramme du prix de vente montrait une distribution positivement asymétrique. On peut régler ce problème en convertissant la cible. Dans le cas d'une asymétrie positive, on utilise une transformation logarithmique pour donner une distribution normale. Faisons cette transformation et affichons l'histogramme encore une fois. Les prix de vente suivent bien une distribution normale. Maintenant, nous allons supprimer les colonnes qui ne servent à rien pour mon modèle, c'est-à-dire qui n'aideront pas à la prédiction du prix de vente. J'enlève la colonne ID évidemment et toutes les autres colonnes avec une faible corrélation. Enfin, pour terminer, on convertit les catégories en valeurs, car en machine learning, la plupart des algorithmes de régression linéaire fonctionnent avec des nombres. On va considérer que les attributs sont nominaux, en opposition à ordinaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre dans les valeurs qu'ils peuvent prendre. La méthode one-hot encoding, ici s'appelant getDemise dans la librairie Panda, permet d'encoder les catégories en créant une nouvelle colonne pour chaque valeur d'une catégorie, en lui donnant une valeur 1 ou 0 si elle le contient. Par exemple, la colonne SalesType a été convertie en SalesType con LW, SalesType new, etc. Le dataset ne montre plus que des valeurs numériques maintenant. Passons maintenant à l'étape de construction du modèle en créant un modèle simple de régression linéaire à l'aide de la librairie scikit-learn. La librairie s'attend à ce que nous donnions deux ensembles pour le training dataset. Une valeur Y qui est la liste de toutes les cibles, c'est-à-dire de tous les prix de vente, et une valeur X contenant les valeurs de tous les inputs, c'est-à-dire les colonnes de mon jeu de données nettoyées du prix de vente. On va maintenant supprimer une partie de mon dataset qui me servira à tester mon modèle une fois qu'il sera entraîné. On garde donc 20% des données pour la phase de test. Cette méthode nous crée 4 variables: xtrain, xtest, ytrain, ytest. On est enfin prêt pour construire le modèle, avec le jeu de données d'apprentissage uniquement, c'est-à-dire xtrain et ytrain. On dit aussi qu'on va nourrir le modèle. Maintenant, testons notre modèle en utilisant les inputs du jeu de données de test, c'est-à-dire contenus dans la variable xtest, pour prédire la valeur cible y. Enfin, pour vérifier mon modèle, je peux le faire de manière visuelle et intuitive en créant un graphe qui met en relation mes données prédites avec les données réelles de mon jeu de test. Dans un modèle parfait, il faudrait voir une ligne parfaitement droite, montrant que les données prédites et réelles sont exactement les mêmes. Mais dans notre modèle, on voit qu'on n'y est pas loin, malgré quelques valeurs aberrantes. Maintenant, examinons mon modèle de manière plus mesurable et scientifique, en utilisant l'erreur quadratique moyenne, pour mesurer la distance entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Plus la valeur est basse, plus mon modèle est précis. Ce nombre est difficile à interpréter en soi, mais il est très efficace pour comparer plusieurs versions d'un modèle, pour voir si un changement aura un impact positif ou négatif sur la précision. On pourrait maintenant s'amuser à améliorer le modèle en créant des attributs à partir de certains déjà existants pour améliorer la corrélation avec le prix de vente et donc la précision du modèle, comme par exemple créer un super attribut valeur du garage en multipliant la superficie par le nombre de places. On pourrait aussi intégrer des valeurs externes, comme des indicateurs économiques, tels que le taux de chômage,
pour prédire les prix de vente sur des périodes de temps plus longues. Nous avons survolé un projet de machine learning, mais l'idée générale est de montrer l'importance de chaque étape dans la construction de mon modèle, et de se faire une idée concrète du chemin parcouru entre un jeu de données et un modèle de prédiction. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et à bientôt.